Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est l'heure du test pour le Sony Alpha One, Alpha 1 A1. J'avoue que je ne sais pas exactement comment il faut l'appeler, peu importe. Pour une présentation complète de l'Alpha 1, je vous ai fait une vidéo complète qui récapitule toutes les caractéristiques, tout ce qu'il vous propose. Allez voir cette vidéo. Ici, on va se concentrer sur les tests et qu'est-ce que ça donne réellement sur le terrain. Et finalement ici, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que Sony est arrivé à fusionner un A7S III, un A9 et un A7R4 sans rien y perdre? C'est compliqué quand même, hein. Jusqu'à maintenant, il fallait choisir une spécialisation dans un boîtier et quelque part, il y avait des compromis qui allaient avec. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je l'ai donc confronté en fait à ces trois autres boîtiers pour en avoir le cœur net. Je l'ai torturé dans tous les sens comparativement aux autres boîtiers. Est-ce qu'il peut vraiment remplacer un A9? Est-ce qu'il peut vraiment remplacer un A7R4, un A7S III? Quels sont les progrès qui ont été réalisés par rapport à ces boîtiers-là? C'est exactement ce qu'on va découvrir ici et c'est la réalité quelque part. Voilà ce qu'il en est vraiment. Qu'est-ce qu'il peut faire ce A1? Alors, on va commencer en photo. J'ai pu partir vivre un séjour en Camargue, au contact de vrais sujets sur le terrain, des choses qui ne sont pas toujours prédictibles, des conditions qui sont difficiles, un temps qu'on n'aura pas forcément choisi. Et tout ça, ça va me permettre de réellement voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce A1. On va commencer par la partie photo et on va commencer avec quelques exemples des photos produits avec ce A1. Et au moment de regarder les photos, on s'aperçoit vraiment du progrès en termes de colorimétrie chez Sony. Boîtier après boîtier, ils ont vraiment affiné la colorimétrie. Et ici, on est vraiment sur la colorimétrie qu'on avait dans le A7S III. On est vraiment sur quelque chose qui est solide. Et les problèmes de couleur chez Sony, notamment parfois décriés sur la 7S III, sur la 7 III, franchement, c'est vraiment derrière lui et il n'y a plus aucun problème. On est vraiment sur un capteur de 50 millions de pixels. Ça permet de faire des crops qui sont importants tout en gardant une belle qualité d'image. Moi ici sur le terrain, en animalier, sur des sujets qui bougent énormément, franchement, j'ai eu aucun problème, que ça soit en qualité d'image, que ça soit en autofocus. On va voir ça en détail dans les tests, mais regardez ici quand vous croppez. Alors tout dépend, il faut avoir des objectifs qui sont capables de tenir les 50 millions de pixels. On ne va pas dire que n'importe quel objectif est capable. Évidemment, vous êtes obligé d'aller sur des objectifs qui sont qualitatifs pour pouvoir remplir ces 50 millions de pixels. Mais sur certains objectifs, et c'est le cas par exemple ici de ce FE 135 mm 1.8 qui prend cette photo, vous avez un piqué qui est démoniaque et on voit bien que, waouh, 50 millions de pixels, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de détails. Ici, sur ces hiboux, il faisait quasiment nuit. On est quasiment en nuit noire. Je suis à 1000 ISO ici, à 1.8 à 1 centième de seconde. Il décolle d'un coup et franchement, l'autofocus n'est même pas pris. Au dépourvu, ça marche très bien. Pareil, dans des conditions compliquées où j'étais avec un copain qui avait un Nikon Z7 II qui galérait dans des contrastes comme ça, qui étaient difficiles face au soleil. Franchement, c'était difficile. Et les appareils photo ont tendance à faire de la mise au point là où il y a le plus de contraste. Ce n'était pas du tout le cas de ce A1. Il savait exactement où était mon sujet. J'avais absolument aucun problème. Ça marchait finalement comme si les conditions n'étaient pas spécialement compliquées alors qu'elles l'étaient. Bref, toutes ces photos faites en Camargue, elles m'ont juste confirmé qu'en termes de qualité d'image, il n'y a pas de sujet. En termes d'autofocus, on va le voir, mais il n'y a pas de sujet. On est loin, très loin de ce que Sony proposait avec un A7R4. Et ici, regardez, on est sur le piqué du 135 mm 1.8 qui est tout simplement un des objectifs les plus fabuleux en gamme Sony. Et waouh, on a une qualité d'image qui est absolument dingue. Donc voilà, quelques photos exemples de ce que j'ai pu faire sur le terrain. L'idée, c'était de commencer en regardant quelques photos issues finalement de ces tests-là. Alors, on peut voir qu'un fichier de 50 mégapixels, ici, on est dans du RAW compressé. Clairement, Capture One a besoin d'un petit temps pour afficher. Au début, il vous affiche juste un preview et il a besoin d'un petit temps pour vous afficher le fichier en haute définition. Alors voilà, ici c'est pareil, sur ce genre d'animaux, vous avez besoin d'une dynamique qui est quand même assez exigeante et compagnie. Et là aussi, franchement, il ne m'a pas lâché. Et de manière générale, je trouvais qu'il faisait bien le test. C'est pareil, quand il ressort avec la tête pleine de boue comme ça, il faut des noirs qui soient pas bouchés. Bref, ça fait énormément de conditions à réunir. Et l'avantage d'un capteur de 30 fps, 30 images par seconde, c'est que, vous voyez, quand vous avez un flamand qui décolle, vous allez pouvoir choisir exactement le moment qui vous intéresse. Celui, par exemple, où il est en contact ici avec l'eau, ou à l'inverse, celui où il y a encore l'impact dans l'eau, mais le pied vient juste de partir. Je peux vous assurer que si vous avez une rafale à 8 images par seconde, vous avez beaucoup moins de choix. Et l'importance d'une rafale qui est aussi large que 30 images par seconde, c'est de pouvoir choisir la photo exacte du moment précis qui vous intéressait. Voilà, je continue de faire défiler quelques photos, mais ça a été un plaisir sur le terrain, franchement, de prendre toutes ces photos-là. Et il rend ça très facile, quelles que soient les conditions, que ça soit la tempête ou qu'il fasse beau comme ici, c'est toujours très facile.
Allez, on commence à regarder les tests ici avec une montée en ISO. On va regarder des RAW à 12800 ISO ouverts dans Capture One, une prochaine version de Capture One qui est capable d'ouvrir les RAW parce que l'actuel n'est pas capable de le faire. On va zoomer dans l'image. Ici, je vous ai mis le A1, le A7R4, le A7S3 et le R5. Vous pouvez voir qui est qui grâce au nom du fichier qui est juste en dessous de la photo. Et ici, on va s'apercevoir que par rapport au A7R4 qui est ici en haut à droite, on a un beau gain entre le A1 et le A7R4. On a gagné, je pense, environ un stop d'ISO en montée en ISO en photo. On n'est quand même pas aussi clean que peut l'être un A7S3, mais ça aurait été un miracle. Donc, on est bien meilleur d'un A7R4, mais on n'est quand même pas au niveau d'un A7S3. Et j'ai mis le Canon R5 juste pour référence. Ça m'a l'air meilleur, au moins d'un demi-stop, voire d'un stop complet par rapport à un Canon R5. En tout cas, c'est ce qui apparaît ici à l'écran. Et l'autre chose qui m'a étonné, c'est que le débouchage des ombres, ça reste quand même une des forces de Sony. Et quand vous prenez les deux fichiers ici et que vous décidez par exemple de déboucher les ombres, ben vous avez un comportement du RAW qui est vraiment pas le même. Quand vous faites sur un fichier Sony, vous voyez ici, j'arrive à déboucher les ombres et avoir énormément de détails. Maintenant, si je le fais sur le fichier Canon, voilà ce que j'ai. J'ai une dérive colorimétrique et un fichier qui va se tenir un peu moins. Donc on garde ce RAW Sony qui est vraiment très malléable et sur lequel on peut fouiller et trouver de l'information sans jamais vraiment avoir de problème, comme ça peut être le cas avec d'autres RAW. En termes de rolling shutter, j'ai fait le test avec la LED, comme d'habitude. Moi, j'ai calculé le rolling shutter à environ 1/210e de seconde, ce qui est parfaitement cohérent avec le fait que Sony dit qu'on peut utiliser un flash jusqu'à 1/200e de seconde avec l'obturateur électronique, donc c'est 100% cohérent avec ça. C'est la meilleure mesure que j'ai jamais faite sur aucun appareil photo sur le marché. Par rapport à un A9, on était à 1/150e sur le A9, donc on a une belle progression quand même. Bref, c'est vraiment ce qui se fait de mieux et c'est pour ça que Sony dit qu'il est quasiment impossible de voir de la distorsion due au rolling shutter. Il faut bien voir de là où on vient, 50 millions de pixels sur le A1. Si vous prenez le Sony A7R4, on a un rolling shutter mesuré à 1/10e de seconde. On est passé d'un capteur de 1/10e de seconde à 1/210e de seconde. C'est une évolution absolument époustouflante par rapport à un Sony A7R4. Par rapport à un Canon R5, le Canon R5 est mesuré à un rolling shutter de 1/50e. 1/50e sur le Canon R5, 1/210e sur le A1. Donc là aussi, on voit une véritable évolution entre les deux. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Et en termes de rolling shutter, les promesses de Sony sont bien tenues. Je peux vous le montrer en photo sur un petit exemple qui est plus parlant. Ici, on est sur une photo de ventilateur pris avec un Sony A7R4. Le ventilateur tourne à fond les ballons. Vous l'imaginez bien, il est en vitesse turbo boost de la mort. Et ça, c'est la photo prise avec un A7R4. Comme vous pouvez voir les paramètres, on est en obturateur électronique, 1/8 millième de seconde à 1.4 à 24 mm. Si je prends la même photo avec un Sony A9, on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus clean. La pale est à peine déformée ici. C'était déjà très bon le Sony A9. Et si je le prends avec le A1, regardez la pale qui était un peu déformée avec le Sony A9. Avec le A1, on a une pale qui est quasiment plus du tout déformée. Et finalement, on passe quand même du A7R4 au A1, du rolling shutter le pire au rolling shutter le mieux, et c'est là qu'on voit l'évolution qu'a faite Sony à ce niveau-là sur du capteur haute résolution. Mais c'est pas le tout d'être capable de remplacer un A7R4, il faut maintenant être capable d'avoir l'autofocus d'un A9. Et ça aussi, c'est un challenge. Je vous ai fait une vidéo pour vous démontrer un peu comment ça marche en termes d'autofocus. Ici, j'essaye de choper l'oiseau. Alors j'imaginais qu'il allait choper l'œil, ça n'a pas été le cas sur celui-là, mais regardez le tracking, il est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez rien à faire. Ça traque tout seul. C'est vraiment hyper méga fiable. Ça marche exactement comme un A9 pour moi. Donc ici, encore une fois, vous voyez, je change, je lui dis attention, c'est un oiseau. Il ne détecte pas vraiment l'œil. C'est un peu difficile pour trouver l'œil. Je n'ai pas trouvé que les performances étaient absolument incroyables en termes de détection des oiseaux. Mais voilà, mon sujet est quand même bien traqué. Il ne le perd pas. Et la photo, quand même si le mise au point n'est pas précisément sur l'œil, ça marche bien. Ici, pareil, il s'envole. Comme vous pouvez voir, on a un super tracking, mais il ne détecte pas l'œil. Donc, il va se poser. Et on va avoir un autre oiseau qui débarque. Je le prends en plein vol. Encore une fois, c'est d'une simplicité, il n'y a rien à faire. Et ici, je vous mets au ralenti parce qu'à ce moment-là, il va trouver l'œil. Voilà, là, il a l'œil. Et c'est un peu le reflet des performances que j'ai eues avec ce Sony A1, c'est que dans la majorité des cas, il ne détecte pas vraiment l'œil. Que ça soit sur un animal ou que ça soit sur un oiseau, ça ne marche pas de manière fantastique. Mais en fait, finalement, pour moi, la détection de l'œil des oiseaux, ça reste un gadget. Ça marche très bien sur les canards, par contre. Il faut le savoir, sur les canards, c'est hyper fiable. Mais pour moi, ça reste vraiment un gadget et ce n'est pas très important tant le real-time tracking qui est implémenté à l'intérieur de cette Sony est efficace. Il détecte le sujet, il ne le lâche jamais. C'est vraiment en temps réel. Pour moi, c'est une machine de guerre et finalement,
qui ne détecte pas l'œil des oiseaux, pour moi, c'est vraiment qu'un épiphénomène. Mais ça marche sur les canards, comme je peux vous le montrer ici. C'est le principal, ça marche sur les canards. Voilà un autre exemple où j'aurais aimé qu'il trouve mon sujet. Vous voyez ici, je suis obligé de changer un peu ma zone. Je me mets en point étendu. Et j'arrive pas vraiment à lui faire comprendre que je veux choper le héron. Et là, j'y arrive, mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai eu de temps en temps, notamment quand il y a des broussailles. C'est-à-dire qu'il va choper le sujet, mais il va rapidement partir sur les broussailles. Et voilà, juste pour vous dire que parfois, ça marche ici sur cette cigogne, de nouveau. L'œil marchait très très bien, ça dépend vraiment des sujets. Mais je dis que c'est un gadget parce que quand ça marche sur certains sujets, mais ça marche pas sur d'autres, on a tendance au final à pas vraiment l'utiliser parce que ça reste une V1, je pense, de cet algorithme et ça nécessite probablement une V2, une V3 et une V4 qui rendra ce genre d'autofocus beaucoup plus fiable. Voilà, là c'est pareil, l'œil est quand même facilement identifiable, comme vous pouvez voir, ça marche bien aussi sur celui-là. Mais voilà, l'œil, il repasse en real-time tracking, c'est-à-dire qu'il suit finalement plutôt un objet, il ne sait pas exactement qu'il y a un œil. Mais le principal, je trouve, c'est que ça fait quand même purement bien le job. Et qu'est-ce que c'est facile à manipuler. J'étais avec un copain, je le répète, qui avait un Z7 II qui galérait. Ici, franchement, c'est facile. Et je vous montre ici sur un Canon R5. On a à peu près le même genre de prestation hein, sur le Canon R5. Vous voyez, il ne détecte pas vraiment l'œil. Moi, j'ai fait plusieurs comparatifs par rapport au Canon R5. Et finalement, ma conclusion à moi, c'est que la détection des yeux, des oiseaux et des animaux, ça reste un work in progress qui, pour l'instant, même sur le papier, ça commence à être vendu comme étant capable de le faire. Ça reste pour l'instant quelque chose qui nécessite pour les constructeurs encore pas mal de travail, je pense. Ici, je suis à 400 mm, 5.6, et je lui demande tout simplement de courir, et je vais rester à 400 mm. Et vous avez le petit cadre qui clignote qui vous indique qu'une photo est prise. C'est simple, il y a 0 photo loupée sur cette rafale. C'est voilà, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Donc en termes d'autofocus, pour moi c'est clair, ça peut remplacer à 100% un A9. J'ai vraiment aucune limitation, si ce n'est de dire que le nouvel algorithme de détection des yeux des animaux et des oiseaux, c'est pas toujours ça, et il va falloir encore attendre des améliorations parce qu'il y a trop de cas aujourd'hui où ça marche pas. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on voyait à travers le viseur. Maintenant, on peut regarder les photos. La beauté d'une rafale à 30 images par seconde, je vous l'ai dit tout à l'heure dans les exemples, c'est que vous pouvez faire défiler l'action et presque ça fait un film. Alors le but, c'est pas forcément d'avoir un film, le but, c'est de pouvoir choisir le moment exact qui vous convient, et ça, c'est une flexibilité franchement qui est très agréable. Voilà, il n'y a aucune photo loupée, hein. On ne va pas passer 2 ans à chercher des photos loupées. Il n'y en a quasiment pas. C'est une machine de guerre exactement comme l'était sur le 1 à 9. Sauf que là, il a 50 millions de pixels et ça fait la différence quand même, hein. Vous voyez ici, quand il demande au cheval de se cabrer, ça dure 1 ou 2 secondes. Et ici, vous allez pouvoir hop, choper le moment où la patte elle est bien, où les 2 sabots ici se distinguent bien, vous voyez. Et la qualité, la qualité de ce 135 mm 1.8, ça reste un de mes objectifs préférés. Et donc voilà, la possibilité de faire 30 images par seconde, bah, c'est justement de pouvoir choisir exactement le bon moment. Voilà, là on revient sur le 400 mm. Vous voyez, Capture One n'arrive pas à faire défiler les images suffisamment vite. Mais voilà, c'est clair que vous allez remplir vos cartes, vous allez remplir vos disques, mais c'est aussi la possibilité de trouver exactement le bon moment sans jamais avoir une photo de loupé, je le répète. Une des questions qui se posait avec ce A9, c'est est-ce qu'il est capable réellement de faire des rafales de 30 images par seconde? La réponse est oui, sans problème. Moi, je n'ai pas eu vraiment de cas où des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Pour moi, c'était stable, hein. C'est-à-dire qu'avec des objectifs compatibles, et c'est probablement là que le bas blesse, avec des objectifs compatibles, il tient toujours les 30 images par seconde. Voilà, ça c'est une démonstration sur un chronomètre 1, 20, 11, 1, 21, 11, et entre les deux, j'ai exactement 30 photos. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. J'ai fait le test aussi avec le 85 mm 1.4 que vient tout juste de sortir Sigma. On est sur un objectif natif pour la monture Sony avec des moteurs autofocus hyper rapides. Ben, finalement, j'ai presque moins d'images que sur un A9. Donc là aussi, il va falloir voir, ça dépend aussi de votre parc d'objectifs. Si vous avez un parc d'objectifs qui n'est pas composé d'objectifs Sony, ben, vous n'avez pas vraiment la vitesse de 30 images par seconde qui fait la force d'un A1. J'ai fait quelques courses, alors voilà, là c'est pareil, on ne va pas y passer 2 plombes. Hein. Mais sur les courses, ben, on s'aperçoit, voilà, vous pouvez quasiment faire un film. Et c'est simple, vous n'avez pas une seule photo floue. Hein. Là, on court vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Voilà, l'avantage du 30 fps, c'est ça. Vous êtes à 50 mégapixels, vous pouvez recroper la photo si vous voulez. Et puis là, regardez, vous avez ce mouvement de sable. C'est quelque chose qui n'était pas forcément attendu. Et vous pouvez décomposer vraiment le mouvement. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et voilà, après, on peut courir autant que vous voulez. On peut zoomer autant que vous voulez. Voilà. La photo, elle est 100% piquée jusqu'à la fin. Hein.
même la toute dernière photo quand on est vraiment proche du capteur, ça reste 100% aux mises au point. Pour moi, voilà, j'ai vu absolument aucune différence avec le Sony A9 que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est un autofocus qui est absolument dément, sauf que maintenant, ils sont arrivés à le faire avec du 50 millions de pixels. Et c'est pas rien. L'autre chose, et c'était un gros défaut du Sony A9, c'était le bending. Vous voyez ici, par exemple, je me suis retrouvé face à des scènes où, vous voyez, regardez ici, je fais défiler, on voit tout de suite le problème de bending. Hein. Enfin, on ne voit pas le problème de bending, on voit le problème de scintillement dû à un mauvais éclairage. Et c'est ce mauvais éclairage qui, généralement, vous pose des bendings. Ici, je n'ai jamais vu le moindre bending, même dans des situations qui étaient catastrophiques, comme c'est le cas ici, ou comme un cas qui vient juste après. En fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que le rolling shutter que j'ai mesuré à 1/200e, 210e de seconde, il est largement supérieur à toutes les fréquences de scintillement que vous allez pouvoir trouver dans la vie réelle. Il faut vraiment des ampoules qui sont complètement claquées, comme ce que j'ai derrière, avec une LED qui est vraiment pourrie, qui fait du scintillement à 300 fois par seconde, que vous n'allez jamais retrouver dans la vie de tous les jours pour arriver à avoir du bending. C'est-à-dire que virtuellement, c'est quasiment impossible d'avoir du bending sur cet appareil. Et vous voyez ici, même dans des conditions... Voilà, regardez, ce magasin, c'est extrême. C'est vraiment extrême. Vous voyez ici, il fait noir, la photo d'après, il fait jour. Enfin, c'est vraiment extrême. L'éclairage est pourri. Il n'y a jamais aucun bending. Donc là, encore une fois, c'est pas rien parce que l'obturateur électronique, c'est un vrai problème de l'obturateur électronique. Et là, vous pouvez tranquillement utiliser l'obturateur électronique sans jamais devoir passer en obturateur mécanique. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que je n'ai pas activé une seule fois, sauf pour tester le flash à 1/400e de seconde, l'obturateur mécanique sur le A1. J'en ai pas eu besoin. Je pouvais rester en obturateur électronique dans toutes les conditions, en permanence. J'avais jamais aucun problème lié à l'obturateur électronique. Ils ont résolu quasiment tous les problèmes et ça, c'est pas rien. L'autre problème qu'ils ont résolu, c'est la vitesse de clear du buffer. Quand vous preniez un A7R4 et que vous faisiez une rafale, parfois il faut attendre 1 minute 30 ou 2 minutes sans pouvoir rien faire parce qu'il est en train de transférer les photos du buffer sur la carte SD. Ici, ce n'est plus le cas. Le A1 utilise des CF Express type A, peu communes, assez chères. Et elles ont aussi le défaut d'être assez peu capacitaires. On n'a pas de 256 Go ou on n'a pas de 512 Go. J'espère que ça va arriver. Et c'est devenu un classique pour quelqu'un qui utilise un capteur haute résolution. Mais un capteur de 50 mégapixels, c'est aussi la possibilité de passer dans un mode APS-C. Et vous avez toujours des photos de 21 millions de pixels. Et moi, je l'utilise pas mal. Par exemple, quand vous mettez le FE 100-400, d'un coup, vous passez en mode APS-C et vous avez un 150-600. Et en fait, moi, j'adore ça parce que ça permet de prendre moins d'objectifs, en fait. Alors, on peut conclure en parlant du viseur. On a le même viseur que sur le A7S III, 9 millions de pixels. Je pense que, voilà, on atteint le point où c'est mieux maintenant le viseur d'un hybride que le viseur d'un réflexe. C'était agréable quand même, 9 millions de pixels. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien défini, d'aussi gros. Il n'y a aucun lag en plus, je veux dire c'est dément, vous n'avez pas de blackout et vous n'avez pas de lag. En tout cas, la partie photo m'a absolument comblé. Par rapport à un A7R4, on a une meilleure montée en ISO. Par rapport à un A9 II, on a absolument tout mieux, on n'y perd à aucun moment. Et pour moi, la mission de Sony, elle est 100% remplie. Mais bon, il reste la partie contre le A7 III en vidéo cette fois-ci. Et là, c'est pas gagné. Petite pause dans la vidéo, vous pouvez m'aider. 60% d'entre vous qui êtes en train de regarder la vidéo ne sont pas abonnés. Les constructeurs sont attentifs au nombre d'abonnés et ça représente un soutien important pour moi que vous appuyez sur ce bouton s'abonner. Ça me permet de pouvoir continuer à travailler toujours avec plus de marques. Donc aidez-moi et appuyez sur le bouton s'abonner. Allez, on attaque la partie vidéo avec un petit exemple de vidéo que j'ai produit avec le Sony A1 qui mêle de 4K 120 fps, de la 8K. C'est tourné en Cinétone qui est un nouveau profil de couleur qui inaugure le A1 et que vient de recevoir aussi le A7S III. Ça vous donnera un peu l'idée de à quoi ça ressemble le Cinétone.
comme avec la partie photo, j'ai mesuré le rolling shutter en vidéo. J'ai mesuré un rolling shutter de 1/105e de seconde, quelle que soit la cadence d'image en 4K. Donc 4K, 25, 50 ou 120 fps, vous avez exactement le même rolling shutter et la même qualité d'image. C'est à peine moins bien qu'un A7S III. Le A7S III, je l'avais mesuré à 1/115e de seconde. En plus, le A1 inaugure la 8K, 8K 25 fps, 4.2.0 10 bits en long op. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de 4.2.2 et on n'a pas non plus de All Intra, contrairement par exemple à un Canon R5. Alors moi, dans les faits, j'ai pas vu vraiment de différence. J'ai essayé de trouver la différence entre le Canon R5 et ça. Sur des clips normaux tournés en Camargue, il y a zéro différence. Je pense que la différence entre du 4.2.0 et du 4.2.2, du long op et du All Intra, elle va se sortir surtout sur des sujets qui sont assez particuliers, sur du fond vert, sur un sujet où va y avoir énormément d'étalonnage, sur un sujet où il va y avoir un mouvement d'eau par exemple. Bref, il doit y avoir des sujets où vous allez pouvoir voir une différence, mais je pense que l'important, c'était quand même d'avoir le 10 bits. Donc là, on a du 8K en 10 bits et je pense que c'est quand même l'essentiel. Par contre, sur la 8K, le rolling shutter est bien plus prononcé qu'en 4K. Je l'ai mesuré à 1/56e de seconde et j'ai mesuré le rolling shutter du R5 en 8K à 1/62e de seconde. C'est assez proche, mais en tout cas, en 8K, il n'y a pas vraiment d'exploit et on a un rolling shutter qui reste marqué, bien plus marqué que ne l'est la 4K. Allez, on attaque toute une série de tests. Ici, j'ai voulu comparer la qualité de la 4K du A1 et du A7S III. En fait, on va s'apercevoir que c'est strictement la même 4K. Hein. J'ai eu du mal à avoir la moindre différence entre les deux. Regardez le couleur du ciel bleu. On a presque l'impression que la dynamique du A1 est un tout petit peu supérieure à la dynamique du A7S III. Ici, on est en PP off, donc on n'a pas la colorimétrie Cineton. Pour moi, il y a très peu de différence, même quand vous allez cropper à 200%. Trouver la différence lorsque vous êtes à ISO 100 entre un A1 et un A7S III, c'est virtuellement quasiment impossible. C'est aussi les conclusions des autres reviews que j'avais pu voir, mais c'est exactement aussi ce que j'ai pu conclure personnellement. Et évidemment, là où on peut chercher des différences entre le A1 et le A7S III, c'est sur la montée en ISO. Ici, je vous montre un clip fait avec une barre où les deux appareils photo sont fixés en train de me filmer en même temps. On est à ISO 4000 sur ce plan-là. Bon, ben voilà, à ISO 4000, franchement, allez trouver une différence. C'est un ISO particulier pour le A1, on va le voir dans quelques secondes. Mais à ISO 4000, franchement, là non plus, il n'y a aucune différence entre un A1 et un A7S III. Et en fait, on ne va pas faire tous les ISO, mais là où vraiment on commence à avoir une différence, c'est probablement quand vous arrivez aux alentours de ISO 12800. C'est vraiment là où il y a une différence et il y a un écart qui commence à se faire entre le A1 et le A7S III. Ici maintenant, on est à ISO 12800 justement. Et là par contre, le A7S III a vraiment l'avantage. Et quand je dis vraiment l'avantage, c'est qu'il a à peu près un stop de gain. Le A7S III a son dual gain à 12800 ISO justement. C'est-à-dire que d'un coup, les ISO deviennent beaucoup plus clean sur le A7S III à 12800 ISO. Et là, bah, clairement, le A1 est distancé. Et regardez ici, sur cet arrêt image, bah, clairement, on voit bien la différence. Hein. Je vous remets l'image juste avant. On voit bien la différence. On a une image qui est restée 100% clean sur le A7S III. Elle est un peu dégradée sur le A1. Donc oui, l'A7S III, et notamment à 12800 ISO, a vraiment un avantage. Je trouve que jusqu'à 6400 ISO, c'est vraiment difficile de distinguer un A1 et un A7S III. Mais à 12800 ISO, l'A7S III commence à s'envoler et distance de plus en plus le A1. Et c'est évidemment le cas à ISO 25600, comme on va pouvoir le voir maintenant. Voilà, 25600 ISO, on voit une différence. Alors, certains pourront dire qu'elle n'est pas si grande que ça, hein, et ils seront probablement pas loin de la réalité. Ici, on est quand même sur un plan à 25600 ISO, même s'il est sous-exposé, on voit que bon, ça commence à être une bouillie de pixels sur le A1 malgré tout. Voilà, on voit quand même que le A7S III, il est plus à l'aise. Et on voit au terme de bruit aussi à l'arrière-plan hein, qu'on a une belle différence entre les deux. Bref, le A1 s'arrête à ISO 32000. Ça aussi, c'est une vraie différence entre le A1 et le A7S III. Le A7S III, vous pouvez aller à ISO plus de 100 000. Et le A7S III, c'est l'appareil photo qui voit dans le noir. Rappelez-vous-en. Et c'est pas qu'un slogan en fait. Regardez ici, c'est à peu près ce que je vois à l'œil nu, ça. Hein. Je vois rien en fait, il fait nuit noire, il n'y a quasiment pas d'éclairage. Et le A1, le A7S III que je filme ici, vous voyez, on peut monter à 102 400 ISO et vous voyez littéralement quelque chose que je suis absolument incapable de discerner
à l'œil nu. On n'a pas du tout cette compétence-là sur le A1 qui s'arrête à ISO 32000 au lieu de ISO 104000 sur le A7S III. Donc clairement, jusqu'à 6400 ISO, le A1 tient le A7S III. À partir de 12800 ISO, le A7S III a vraiment un avantage et s'en tire mieux. D'autant plus qu'il permet d'aller beaucoup plus loin. Et pour enfoncer le clou, je vous montre une mire ici qui est prise à ISO 12800. Je suis en S-Log 3 et je ne sais pas si ça va bien passer sur YouTube, mais on voit une image de mire qui est quand même plus nette en bas, moins dégradée sur le A7S III que sur le A1. Et on va revenir sur cette histoire de dual gain. En fait, ça veut tout simplement dire qu'à un moment donné, vous avez un circuit ISO qui va s'activer et que ce circuit ISO-là est différent du circuit de base, ce qui vous permet quelque part comme de repartir sur un ISO qui est semi-natif. Ici, je vous mets une vidéo du bruit justement et on voit bien le palier entre 3200 ISO et 4000 ISO où hop, d'un coup, à 4000, c'est devenu clean et ça aussi, évidemment, l'A9 n'avait pas ça. La 7R4 n'a pas du tout ça et c'est ce qui explique que les performances sont si bonnes à ISO 4000 et à ISO 6400. C'est que comme vous avez un reset avec un dual gain à 4000 ISO, forcément, vous avez une gestion du bruit qui est largement meilleure. Le A7S III n'a pas tout à fait le même. Déjà, on n'a pas l'ISO de base qui est à 800. Sur le A7S III, on a un ISO de base qui est à 640, ce qui peut être vu comme un avantage. Et on a le dual gain qui, au lieu d'être à 4000, est à 12800 sur le A7S III, ce qui permet d'avoir des performances dingues, puisque quelque part, on repart sur un ISO, entre guillemets, natif à ISO 12800 ISO, avec un bruit qui est hyper propre. Ici, ce n'est pas tout à fait le même schéma sur le A1, mais on est quand même sur le même type de mécanisme que le A7S III, ce qui explique une montée en ISO qui est tout simplement dingue et que personnellement, je n'avais pas vraiment déjà vu sur un autre boîtier. Ici maintenant, je suis à ISO 100 et j'essaye de voir finalement des différences de dynamique entre un A1 et un A7S III. Et finalement, vous pouvez faire tous les tests du monde, et j'en ai fait des tests et plus que ce que vous pouvez voir ici. Vous n'arrivez pas vraiment à avoir de différence. Et moi, ma conviction à moi, c'est qu'ils ont exactement la même dynamique, voire, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les tests de 4K où on voyait le ciel un tout petit peu bleu, plus bleu sur le A1. J'ai l'impression que le A1 a même une dynamique un tout chouïa meilleure que le A7S III. Donc waouh, c'est quand même pas rien. Un capteur de 50 millions de pixels en vidéo qui arrive à tenir le A7S III, c'est quand même une sacrée performance. Ici, je vous montre un plan qui est filmé en Cinétone par rapport au A7S III. On voit l'apport du Cinétone. J'aime beaucoup le contraste, j'aime beaucoup le rendu des couleurs, la tonalité de la peau. Bref, je trouve qu'effectivement, j'aime beaucoup le travailler en Cinétone. Je comprends pour quelqu'un qui n'a pas envie de faire d'étalonnage. C'est un profil à utiliser direct qui est issu des caméras FX6, FX9, qui est la gamme cinéma de chez Sony, que vous avez maintenant directement accessible dans le boîtier. Et pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'ennuyer avec l'étalonnage, c'est un excellent profil de couleur que j'aurais envie personnellement de beaucoup utiliser. Tout à l'heure, je vous ai calculé un peu le rolling shutter. Ici, je veux juste vous le montrer. On voit bien ici un rolling shutter qui est quasiment similaire entre A1 et A7S III. Les déformations sont minimes. Le ventilateur, il tourne tellement vite. Enfin, moi, à l'œil nu, c'est impossible de rien voir. Et ici, c'est par rapport à un A7S III, mais par rapport à un A7R4, on mesure à quel point l'évolution de Sony, elle est violente. Entre un A7R4 et un A1, on a une véritable gain en termes de rolling shutter. Et sur les images, ça se voit. Alors, on a de la 4K 120 fps dans ce boîtier. C'est hop, là aussi, ça marche très bien. J'ai eu beau la tester, je vois pas de perte autofocus. L'autofocus marche vraiment diablement bien. Il n'y a pas de perte non plus en qualité. C'est-à-dire que vous fassiez de la 4K 25 fps, 50 fps ou 120 fps, vous avez exactement la même qualité, le même autofocus. C'est exactement, finalement, comme un A7S III. Juste un mot pour vous dire que si vous décidez d'acquérir ce Sony A1, je vous conseille le magasin DigiPhoto. C'est là où j'achète tout mon matériel depuis 5 ans. Ils sont hyper sérieux. Si vous décidez vous aussi de l'acquérir, utilisez mon lien affilié qui est juste en bas dans la description. Ça permet de soutenir mon travail. Merci. L'autre chose qui était compliquée à faire, et c'est quelque chose qui me rend fou sur le Canon R5, c'est qu'il y a des problèmes de surchauffe. Ici, écoutez, j'ai été épaté. Sony le vend pour en gros 30 minutes d'enregistrement. Il n'y a pas de temps limite. Ça, il faut bien le noter. C'est-à-dire que vous n'avez pas les fameuses 30 limites. 30 minutes, vous pouvez enregistrer jusqu'à ce que votre stockage soit plein. Ici, c'est un test en 8K. Donc, je lui inflige la peine de regarder BFM TV parce que ça fait travailler l'autofocus, la détection des yeux. C'est important. Je trouve que ça rend le test plus réel. En fait, vous allez vous apercevoir que, bon, comme on le sait très bien, au bout d'environ 20-25 minutes, on a une surchauffe sur le Canon R5. Donc ça, c'est habituel. On n'a absolument aucun témoin de surchauffe. Vous voyez ici, le Canon R5, il y a 24 minutes, il s'est arrêté. Il a tout simplement surchauffé. Il dit surchauffe, éteindre l'écran. On n'a absolument aucun voyant sur le A1. Et sur le A1, en définitive,
j'ai jamais vu le voyant de surchauffe. Alors oui, on est en hiver, j'étais dans une pièce qui faisait environ 20 degrés, mais moi personnellement, j'ai enregistré, je crois, pendant 1h34 ici quand j'ai arrêté le test, j'avais même pas de voyant de surchauffe et mon stockage était tout simplement plein. Si vous avez un voyant de surchauffe, et je l'ai eu en faisant un tournage toute une nuit, ben vous pouvez l'arrêter 2 minutes et automatiquement, vous pouvez réenregistrer pendant une longue période. Alors que c'est absolument impossible sur un Canon R5. Vous avez enregistré 25 minutes, il surchauffe, ben vous devez attendre presque 45 minutes pour pouvoir réenregistrer quelque chose. Alors, je ne dis pas que la surchauffe est impossible. Je pense qu'en extérieur, et notamment en été, vous allez rencontrer des problèmes de surchauffe. Mais on n'est pas du tout au niveau des problèmes de surchauffe qu'on a sur le Canon R5. Ici, c'est très utilisable et quasiment de manière illimitée, sans limite de temps, même en 8K. C'est votre stockage en définitive qui vous limite le plus. Votre batterie aussi, à noter que j'ai fait des tests avec la Dumi batterie parce que Gérald Dundon disait qu'en Dumi batterie, on pouvait enregistrer sans limite de temps. Ici, le test que j'ai fait, c'était avec la batterie en interne. J'ai fait le test aussi avec la Dumi batterie en d'étape. Bah, là aussi, j'ai absolument aucun problème. La batterie filmée sans limite de temps, tout simplement. Enfin, je vous ai expérimenté la stabilisation. Alors ici, on est en steady shot normal, donc on n'a pas de stabilisation numérique qui est appliquée. Et en test de stabilisation, alors ici, il faut bien comprendre qu'ils sont sur une barre, donc ils ont exactement les mêmes mouvements, hein. Et ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression que la stabilisation du A1 était un tout petit peu mieux que la stabilisation du A7S3. Alors voilà, ça c'est les aléas des tests. Des fois, peut-être que vous trouvez quelque chose qui n'est pas vraiment le cas, je ne sais pas. En tout cas, ça a été ma sensation. J'ai eu l'impression qu'il y avait presque un gain par rapport au A7S3. Alors ici, il faut rappeler, on est dans des conditions compliquées, hein. Je prends du sable plein la tête, on a des rafales de vent à 110 km/h. C'est vraiment compliqué. Vous voyez comment je porte les deux boîtiers. Et là aussi, on peut s'arrêter sur le fait que sur le A7S3, je sais exactement ce que je suis en train de filmer. Ce n'est pas le cas du A1. Sur le A1, je filme à l'aveugle. Si je ne mets pas un moniteur externe, et si je mets un moniteur externe, malheureusement, mon écran devient noir. Ça aussi, c'est quand même assez pénible. Ce n'est pas le cas sur le A7S3. Si vous mettez un écran, votre écran ne devient pas noir. Donc, c'est un nouvel avantage du A7S3 qui quand même garde un intérêt, on le voit bien, hein. Par rapport à du A1, il propose quelques trucs que n'a pas le A1, et notamment cet écran sur rotule. Mais tout ça pour dire que les mouvements sont strictement les mêmes, hein. Moi, je suis en train de tenir le stick et ils sont sur la même barre. Et malgré ça, ben, je trouve qu'on voit une différence. Maintenant, je suis passé en stabilisation active et ici, je pense que tout simplement, ça tremblait beaucoup trop. Je vous rappelle, on a du vent à 110 km/h, je me prends du sable dans la tête. Vous voyez ici, par exemple, quand j'avance vers cette voiture-là, j'ai vraiment l'impression que le A1 fait un tout petit peu mieux que le A7S3. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Ici, maintenant, je vais faire un plan où je m'arrête. Et là, bon, on voit quand même que la stabilisation, si vous êtes en plan fixe, à main levée, ça marche quand même plutôt bien. Donc voilà pour le gain de stabilisation entre le A1 et le A7S3. En plus de tout ça, on peut noter le S-Log 3 qui est facile à grader. Moi, ça a été un plaisir de travailler avec. Personnellement, j'ai du mal à travailler avec le Canon Log 2. J'espère que le Canon Log 3 sera mieux, mais j'ai un peu du mal ici, franchement, travailler avec du S-Log 3. Ça paraît simple et j'ai trouvé vraiment, moi qui ne suis pas un pro de l'étalonnage, je trouvais que c'était malléable et facile à travailler. Bref, la partie vidéo du A1, elle est surprenante, hein, tant c'est proche d'un A7S3. Moi, ce qui me gêne le plus avec l'écran, c'est que si vous mettez l'appareil photo en portrait, vous avez un écran qui n'est pas du tout inclinable, hein. Le fait d'avoir un écran dans l'axe, ça ne vous empêche pas quand même d'avoir un écran qui est inclinable en portrait. Moi, personnellement, ça me manque. Un mot sur les menus. On a des petites nouveautés sur les menus qui, moi, m'ont beaucoup plu. On a le fait qu'on peut attribuer sur un bouton le fait de changer entre oiseau, animal et les yeux des humains. Donc ça, vous pouvez rapidement passer d'un sujet à un autre. Et ça pourrait vous paraître comme un gadget, mais je vous montre un petit exemple ici. Je voulais lui indiquer que je voulais faire la mise au point, par exemple, sur le cheval. Et donc, je lui dis, fais le focus plutôt sur l'animal. Et hop, je fais la mise au point et regardez, il va me trouver assez rapidement où est la tête du cheval. Voilà, il a trouvé son sujet, j'ai eu rien à faire, hein. Ici, je suis en cadre large, c'est lui qui décide. Maintenant, je lui dis, non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et bim, il me trouve l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable d'analyser l'image pour trouver le sujet que je lui ai déterminé. Je veux l'humain, il me montre l'humain. Je veux l'animal, il me montre l'animal. Ça, c'est quand même pas rien. De plus, vous voyez ici, j'ai la capacité de changer le type de collimateur maintenant avec la roulette. Ça, c'était pas possible avant. Et ça aussi, je trouvais que c'était quelque chose qui, sur le terrain, ça me permet rapidement de changer mon type de collimateur. C'est une avancée, personnellement, que j'ai beaucoup appréciée. Après, voilà, on a les nouveaux menus tels qu'on les connaît maintenant sur le A7S3. C'est des menus qui sont tactiles, qui sont beaucoup mieux organisés. C'est beaucoup plus facile qu'avant. On a l'ajout du RAW
compressé, sans perte. On a toutes les fonctions Sony dont on a l'habitude. Moi, j'aime personnellement beaucoup les Memory Recall là, qui permettent d'enregistrer une configuration, de pouvoir la rappeler très rapidement. Bref, si vous avez l'habitude de Sony, c'est les anciens menus, mais reconfigurés pour que tout soit plus joli. Voilà, même l'écran, vous voyez ici, pour personnaliser les boutons, je trouve que tout est vraiment beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple à comprendre. Quand on se rappelle des menus qu'on avait dans le A7S III qui étaient vraiment parfois vraiment obscurs, ici, je trouve qu'ils ont fait une grande progression. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ces menus-là, c'est que la partie photo et la partie vidéo peuvent être entièrement dissociées, hein. Vous pouvez avoir un menu de fonction pour la photo, un menu de fonction pour la vidéo, une configuration des touches pour la photo, une configuration des touches pour la vidéo. Ça, on va vraiment jusqu'au bout des choses. Et quand on dit jusqu'au bout des choses, c'est que vous avez même une fonction qui lui indique qu'est-ce que vous voulez que votre ouverture, votre vitesse, votre ISO soit différente que vous soyez en photo ou en vidéo. Tout ça, c'est absolument configurable et ça rend l'appareil photo hyper facile d'utilisation. L'autre chose qui me plaît beaucoup sur ce A1, c'est le fait qu'il ferme le rideau d'obturation pour protéger les capteurs. Ça réduit énormément les tâches de capteurs et ça a été le cas, hein. D'habitude, quand je vais en Camargue, le Sony, c'est 3 fois, il faut que je nettoie le capteur 3 fois par jour parce qu'il y a énormément de vent, de poussière, de sable. Ici, ça n'a pas été le cas. Et tout simplement, j'ai nettoyé le capteur une fois sur toute la durée du séjour au lieu de 2 à 3 fois par jour. Donc clairement, pour moi, j'ai vu un énorme gain du fait qu'il protège avec le rideau d'obturation le capteur. L'autonomie aussi, c'est bluffant, hein. Je m'étais un peu habitué dernièrement à l'autonomie des Canon. C'est vrai que l'autonomie des Sony, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Et ici, on a vraiment la batterie Z qui continue de donner son plein potentiel. Et on n'arrive toujours pas aux limites de cette batterie qui décidément est bluffante. Je ne sais pas si c'est la batterie qui est bluffante ou la gestion de l'énergie faite par le boîtier qui est bluffante. Mais en tout cas, en termes d'autonomie, on a une batterie qui tient la journée toujours sans aucun problème. Alors, je ne voudrais pas qu'à la fin de cette vidéo, vous pensiez que c'est le boîtier parfait, qui fait tout bien, qu'il n'y a absolument aucun défaut. On va maintenant parler des choses qui sont un peu moins bien. Moi, personnellement, faire des RAW de 50 millions de pixels, c'est bien, mais on n'a pas toujours besoin de RAW de 50 millions de pixels. Je trouve que la possibilité, et c'était le cas déjà sur un A7R4, de faire des RAW plus petits, typiquement quand tu vas à l'anniversaire de ton neveu, tu amènes ton appareil photo, tu n'as pas forcément envie d'avoir des photos de 50 millions de pixels et des gros RAW. J'aimerais une option qui permette de dire, bah là maintenant j'ai envie de faire des RAW de 20 millions de pixels. Nikon le fait, j'aimerais beaucoup que Sony fasse ce genre de choses. Il y a des fonctions quand même qui manquent dans ce boîtier, qui commencent à être assez communes dans toutes les autres marques. Typiquement, faire un time-lapse de manière intégrée à l'intérieur du boîtier, bah, sur un Sony, on ne peut toujours pas. Et aujourd'hui, ça devient une fonction qui est classique chez Canon, classique chez Nikon. Et chez Sony, on ne peut pas le faire. Ça devient un manque qui, je trouve, est de plus en plus important. Je pense que Sony devrait maintenant proposer une fonction qui permette de faire un timelapse, d'avoir directement le fichier vidéo à l'intérieur du boîtier. Ça manque. Ce qui manque aussi, c'est le focus bracketing. Là, c'est pareil. Sur les derniers boîtiers des autres marques, on a de plus en plus de fonctions de focus bracketing. C'est-à-dire qu'automatiquement, il fait la mise au point dans les différentes positions de distance tout seul. Il fait l'assemblage tout seul. On n'a plus rien à faire. On a une assistance qui rend ce genre de pratique hyper facile. Et là aussi, ça manque quand même sur le Sony. Pareil, on a toujours le même boîtier chez Sony, hein. Moi, je me demande quand même, est-ce que vraiment c'est normal d'avoir quasiment le même boîtier du A7S III, du A7 III au A7R, au A7S, au A9. Je trouve que Sony devrait améliorer peu à peu le boîtier. On a déjà un boîtier qui a été bien amélioré, qu'on a bien en main. Je l'aime beaucoup ce boîtier. Malgré tout, je pense qu'il y a de la place à l'amélioration. Et ici, pour un boîtier qui veut concurrencer un 1DX ou un D6, on pourrait avoir un boîtier un tout petit peu plus gros. Voilà, on a un écran, on n'a pas d'écran sur rotule. Ça, à la limite, je peux le comprendre. Ça a aussi parfois des avantages d'avoir un écran qui est dans l'axe. Mais quand vous regardez par rapport au reste du marché, on a un écran qui est quand même un peu petit. Maintenant, on a l'habitude chez d'autres marques d'avoir des écrans qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus agréables. En tactile, sur un écran qui est aussi petit que ça, c'est parfois assez difficile d'être précis à l'endroit où vous appuyez. Et un écran plus grand, ça permet justement d'avoir plus de confort, de voir mieux. Bref, moi je pense qu'au niveau de l'écran, on pourra avoir un écran qui est un peu plus lumineux. Je pense que voilà, il y a vraiment matière à amélioration. Pour moi, l'écran, c'est probablement le point faible le plus évident de ce A1. Voilà pour ce long test. J'espère vous avoir apporté un maximum de tests et de réponses. Si c'est le cas, vérifiez encore une fois que vous êtes bien abonné à la chaîne. 60% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. C'est frustrant pour le créateur. Appuyez sur le bouton s'abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Sony A1. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!